Du fleuve à la montagne, nous partons maintenant au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, où le train panoramique des Dômes a été construit en mai 2012. Mais voilà, depuis sa mise en circulation, les pépins se sont accumulés. Coulées de boue sur la voie, déraillement d'une rame, problèmes en tout genre, un véritable calvaire pour les exploitants et pour le Conseil général du Puy-de-Dôme qui a financé l'opération. De mai 2013, jour de brouillard au pied du Puy-de-Dôme. Le train à crémaillère emporte ses premiers passagers de la journée direction le sommet à 1464 mètres d'altitude. On voulait voir le haut du Puy-de-Dôme et puis être là tôt le matin pour pouvoir profiter de la vue. Le panoramique des Dômes qui grimpe la pente, rien d'exceptionnel a priori. Mais ce jour-là, c'est un événement. Le premier voyage après 6 mois au garage pour cause d'accident. 6 mois plus tôt, le 28 octobre 2012, le panoramique des Dômes est en mauvaise posture, il s'est couché sur la voie. Un accident qui vient alors s'ajouter à une véritable série noire. Entre le gel des caténaires en hiver, une surchauffe du système de freinage en été, un éboulement rocheux, un aiguillage hors service, l'inondation de la gare et l'arrachage d'une partie de la voie par une coulée de boue, le petit train du Puy-de-Dôme a vécu une année cauchemardesque. Entre débats techniques, batailles de communication et enjeux politiques, retour sur l'histoire d'un train qui revient de loin. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter très loin, au début du siècle dernier. De 1907 jusqu'en 1925, un train monte déjà jusqu'au Puy-de-Dôme. La locomotive à vapeur va de Clermont-Ferrand jusqu'au sommet, mais la ligne est déficitaire. En 1925, l'exploitation s'arrête, la voie est démontée. C'est donc la route qui prend le relais en 1926, une route à péage. C'est l'époque de la voiture reine, tant que les visiteurs sont peu nombreux, tout va bien. Mais dès les années 90, ce sont 50 000 voitures et 7 000 autocars qui grimpent chaque année. Le sommet devient un vaste parking. Pour tenter de gérer le flot des 400 000 visiteurs annuels, des navettes en car sont mises en place. L'avantage, c'est de pouvoir accéder au sommet, de ne pas être obligé de faire demi-tour parce que le parking est plein, donc d'avoir payé 20 francs et d'être obligé de faire demi-tour. Autre problème, avec 12% de pente, la route est considérée comme dangereuse, à tel point qu'en 2007, les cars autres que les navettes sont interdits. Les années 2000, c'est aussi l'époque de la prise de conscience écologique. Le Puy-de-Dôme est alors en route pour obtenir le label Grand Site de France. Plus tard, il veut viser l'UNESCO. Et pour cela, voitures et parkings ne sont plus les bienvenus. Alors, comment monter au sommet ? Au fil des années, plusieurs idées ont été proposées, même celle d'un ascenseur au début des années 90. Mais lorsque le département relance des études à partir de 2002, c'est le train qui s'impose. À partir du moment où on avait posé un postulat de réutiliser le tracé de la route, c'est-à-dire d'éviter tout nouveau tracé qui aurait fait une saignée dans la montagne qui était malvenue. À partir de ce moment-là, tout autre système guidé d'une part, électrique, c'est-à-dire non polluant, d'autre part, que la crémaillère, était exclu. Jusqu'au funiculaire, le tracé aurait été trop long pour le principe du funiculaire. 5 ans plus tard, le président du Conseil général choisit de lancer le projet, non sans un débat houleux, car le train divise, trop coûteux pour certains élus malvenus juste avant les élections cantonales. Il est aussi critiqué par une partie des habitants, inquiets pour leur site naturel, et par les amateurs de parapente et de deltaplane qui craignent l'arrivée des lignes électriques sur leur pente. Mais rien de tout cela ne va arrêter le projet. Parmi les 5 candidats à l'appel d'offres, c'est finalement SNC-Lavalin, géant canadien de la construction, qui est retenu. Le choix de SNC-Lavalin avait été retenu dans la mesure où justement c'était lui qui était le plus respectueux de l'environnement originel, c'est-à-dire qui s'abstenait de donner le moindre coup de pioche supplémentaire au flanc du Puy-de-Dôme. Ça a été un critère décisif. Le coût est alors estimé à 80 millions d'euros. En juillet 2010, la route est fermée aux voitures. Les travaux peuvent commencer.
Le chantier va durer un peu plus de 2 ans. 2 ans et près de 200 personnes pour construire les parkings, la maison de site, les 2 gares, le centre de maintenance et 5 km de rail à la place de l'ancienne route. Les 4 rames sont quant à elles commandées à l'entreprise Stadler, une des seules sociétés au monde à savoir encore construire des trains à crémaillère au début du 21e siècle. Un constructeur suisse plutôt tourné vers le haut de gamme et qui jouit d'une bonne réputation dans le milieu ferroviaire. Pour mieux faire accepter le projet, un vaste plan de communication accompagne le lancement. Les Puy-d'Aumois sont appelés à voter pour choisir le design de la face avant du train, mais aussi son nom. Entre le train du volcan, l'envolcan, le Volcaline et l'acropuy, il s'appellera finalement le panoramique des Dômes. Dans 16 jours, 15h, 31 minutes. Nous sommes au printemps 2012. Tout va bien. Les travaux ont pris de l'avance grâce à un hiver plutôt clément. Les rames ont été livrées à l'automne. Les essais se sont bien passés. La visite de presse est un vrai succès. C'est une montée dans un silence phénoménal, dans un calme olympien, il n'y a pas de bruit. Je suis vraiment impressionné par l'infrastructure, le matériel. Mi-mai, l'ensemble des travaux sont terminés. La commission de sécurité valide les installations. L'objectif de ces dernières commissions est de vérifier que tout est en ordre de marche, donc optimisme bien évidemment. Tous les voyants sont au vert. Les exploitants décident donc de lancer le train le 26 mai 2012 avec un mois d'avance sur la date prévue. Le jour de l'ouverture, c'est la journée parfaite. Du soleil, des milliers de curieux, un train tout neuf et des responsables politiques heureux. C'est le grand jour, oui. Avec le soleil. L'événement est exceptionnel. Le panoramique des Dômes est le premier train à crémaillère lancé sur une montagne française depuis près de 80 ans. Le public en redemande. Je suis monté dans celui de l'Aiguille du Midi et la comparaison, celui-là est beaucoup plus moderne et plus rapide. D'autant plus quand on a fait celui de l'Aiguille du Midi, on a fait la montée et tombé en panne, on est descendu en téléphérique. Pas de chance pour monsieur, cette fois encore il a mal choisi son jour, car aux alentours de 17h, la fête va s'interrompre brutalement. En France, un gros orage a bloqué pendant des heures au sommet du Puy-de-Dôme plusieurs centaines de visiteurs. En bref, plusieurs centaines de personnes sont restées bloquées durant plusieurs heures hier au sommet du Puy-de-Dôme. À l'origine de tout cela, un orage qui endommageait les voies d'un train électrique à crémaillère qui venait justement d'être inauguré le jour même. L'orage a été violent. Les précipitations mêlées à la terre ont formé un torrent de boue qui a dévalé la pente et emporté une partie de la voie. Ils sont partis chercher Ils sont remontés. Ah, ils sont remontés. L'évacuation des 450 personnes bloquées en haut de la montagne va durer près de 3 heures. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés. Je ne dirais pas des mouvements de panique, seulement des mouvements d'inquiétude est un trop grand terme, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va devenir, mais ça s'est très bien passé. Plusieurs centaines de mètres plus bas, la gare a elle aussi été endommagée. La boue a traversé le bâtiment, le train ne peut plus circuler, la fête est gâchée. Le lendemain, le réveil est difficile. Les dégâts sont importants, il va falloir des semaines de travaux pour remettre en route le système. Enlever la boue, refaire une partie de la voie, remettre la gare en état et comprendre. C'est le début de la valse des experts qui rendent rapidement leurs premières conclusions. 1 kilogramme environ. Ils ont conclu à la conjonction d'un orage très violent sur une parcelle qui avait été déboisée, entraînant un ruissellement important, concentration de surruissellement et à partir de là, des effets dévastateurs ponctuels malgré tout sur la voie ferrée. TC Dôme et Météo France sont d'accord sur les chiffres des précipitations. Mais si l'exploitant considère l'événement comme exceptionnel, selon les météorologues, de tels orages sont susceptibles de se produire tous les 10 ans sur le site. Autre problème pointé du doigt, la fameuse zone défrichée et donc l'absence de végétation pour retenir la terre. Au début, attribué aux travaux du train, on apprendra plus tard que la pente avait été déboisée sur demande de l'ONF car les arbres étaient malades. Résultat, les fossés sont agrandis, les bassins d'orage renforcés, le train est prêt pour un nouveau départ. Le 16 juin 2012, le panoramique redémarre discrètement, pas de fête cette fois-ci. D'autant plus que les problèmes ne s'arrêtent pas. Le 13 juillet, un déraillement sans gravité est passé presque inaperçu, abîme l'un des aiguillages. Résultat, les trains ne peuvent plus se croiser, un seul assure désormais le service au lieu de 2 en pleine haute saison.
Une rame très sollicitée, trop peut-être. Le 19 août, jour de canicule, elle s'arrête à nouveau. En cause, cette fois, une surchauffe des résistances qui dissipe la chaleur des freins. C'est un système de sécurité qui s'est mis en action, donc ça n'est en aucun cas une panne, un dysfonctionnement, une anomalie, etc. C'est la sécurité thermique qui fait que le fameux rhéostat ne doit pas chauffer au-delà d'une certaine température. À cela s'ajoutent des problèmes de coordination entre le train et la navette qui relie la gare et Clermont-Ferrand. Le problème c'est que les clients arrivent, nous on est déjà partis. La réputation du train se ternit et la communication se crispe. Le moindre élément, même anodin, devient un sujet sensible, même lorsqu'il s'agit de banals travaux de maintenance prévus à l'avance. Nous profitons également pour faire des petits travaux de confortement dans la paroi, à un endroit où un bloc c'est des... Non ? Faut pas le dire ça ? Pendant ce temps, les soucis continuent. Le 27 octobre, c'est le gel des caténaires qui empêche le panoramique de repartir. Mais ce n'est rien comparé au lendemain matin, le 28 octobre. La situation prend alors un tour nettement plus grave. Vers 9h, le train s'est couché au niveau de l'aiguillage de croisement. Pas de blessés puisque seul le conducteur était à bord. Mais cette fois, la sécurité est mise en cause. C'est l'incident de trop. Le train ne redémarrera pas tant que je n'aurai pas l'assurance qu'il sera exploité convenablement par des vrais professionnels. Le département porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre de l'exploitant. De son côté, TCDOM fait de même contre Veolia Transdev, le sous-traitant à qui l'entreprise avait confié la conduite des trains. Celui-ci reconnaît rapidement une erreur humaine. Henri a assuré toutes les consignes à la descente à partir de la gare du Sommet à sa rotation de 8 heures. Et puis, à 9 heures, il les a absolument pas respectés. Il fallait qu'il s'arrête. Il ne s'est pas arrêté. Et il a continué malgré le feu rouge. Pendant qu'une filiale de la SNCF vient tenter de remettre le train sur les rails, le bureau enquête accident des transports terrestres lance une enquête sur l'accident. Tout le monde va alors chercher à comprendre pourquoi l'aventure a tourné à la débâcle. Depuis le début, le matériel ne semble pas en cause. Le panoramique des Dômes est la copie presque conforme d'un autre train à crémaillère, celui de Montserrat en Catalogne. Il fonctionne sans souci majeur depuis 2003 et l'automotrice utilisée, la GTW, a fait ses preuves un peu partout dans le monde. On en trouve ailleurs, que ce soit même en dehors de la frontière de l'Europe, parce qu'on en trouve sur 2 réseaux aux États-Unis. Et il a été vendu à peu près là à plus de 550 exemplaires. Vu le nombre d'exemplaires construits, ça prouve une certaine fiabilité sur ce matériel. Si le matériel n'est pas en cause, alors est-ce l'infrastructure ? N'ayant pas construit de crémaillère depuis 80 ans, la France n'avait plus de référentiel technique sur le sujet. Le panoramique suit donc les normes suisses, réputées pour leur rigueur. La Suisse doit avoir à elle seule pas très loin de la majorité absolue des chemins de fer à crémaillère existants au monde. Des trains suisses montent tous les jours à plus de 3000 mètres d'altitude par tous les temps. Tous ceux qui aiment le chemin de fer voudraient qu'il soit équipé et exploité à la Suisse partout. Alors, les regards se tournent du côté de l'exploitant. N'ayant pas toutes les compétences nécessaires en interne, TCDOM a sous-traité une partie de l'exploitation, dont la conduite, à une autre société, Transdev Auvergne. Une filiale d'un groupe plus spécialiste des transports urbains, bus et tramways, que des trains à crémaillère. Il y a eu de l'aveu de l'exploitant, une formation du personnel faite un peu non pas à la va-vite, mais je dirais beaucoup plus, non imprégnée des règles d'or de l'exploitation ferroviaire. Je crois qu'il y a un faisceau d'éléments, à la fois de la malchance quand la météo est là avec les contraintes qu'elle impose, et puis, je vous l'ai dit, je crois un problème beaucoup plus de gestion de personnel. Les différents rapports et audits parviennent aux mêmes conclusions. L'audit a révélé qu'il n'y avait aucun problème de matériel, qu'il n'y avait aucun problème d'infrastructure, que le problème était avant tout un problème de management et de formation des hommes. Donc on n'a pas été brillants tous ensemble, notre équipe, sur le management des équipes. Les gens mis en place n'avaient pas forcément la formation et le suivi nécessaires. Suite à l'accident, le train reste à l'arrêt pendant 6 mois, laissant les touristes de passage un peu désemparés. Alors, avant de redémarrer, Conseil général et exploitants n'ont plus le droit à l'erreur. Pour rassurer tout le monde, ils opèrent des changements radicaux. D'abord, TCDOM est remanié de fond en comble. Nouvelle direction, nouveaux sous-traitants spécialistes du ferroviaire, nouveaux recrutements plus sévères et nouvelle formation.
La vitesse du train est réduite avec arrêt obligatoire avant les aiguillages. Oui, donc je suis immobilisé au niveau du signal C. Nous allons procéder à un changement de cabine. Au printemps 2013, l'autorisation de circuler est à nouveau accordée. Le 2 mai, le panoramique des Dômes peut à nouveau repartir. 6 jours plus tard, il fait à nouveau une petite frayeur à ses concepteurs, avec une panne électrique qui va contraindre des dizaines de passagers à la marche à pied. Le problème est résolu en 1 heure, mais il réveille de mauvais souvenirs. On est arrivé au bout. C'est la deuxième fois. La première fois, il faisait trop chaud. Le train ne montait pas. C'est pas vrai. Au final, en 1 an, le train aura fonctionné 4 mois, transporté près de 300 000 personnes et généré un manque à gagner estimé à plus de 400 000 €. Une perte assumée par l'exploitant, délégation de service public oblige. C'est une année qui coûte de l'argent, incontestablement, à TCDOM et à ses prestataires de services, mais qui n'a pas d'incidence financière pour le Conseil général, donc pour le contribuable. À présent, c'est l'image du train qu'il va falloir restaurer. Le concessionnaire va se concentrer sur le marketing pour attirer plus de passagers et pour générer enfin les 240 millions € de retombées touristiques attendues par le département chaque année. S'il y parvient, le panoramique des Dômes aura tenu sa promesse, devenir une des locomotives du tourisme auvergnat. Et c'est de tourisme que nous allons parler maintenant dans cette enquête de région en compagnie